Dans ce qui suit, nous allons discuter des obligations internationales auxquelles doivent souscrire les autorités réglementaires des aliments, notamment dans le cadre de pays qui ont signé les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, ces obligations internationales relèvent essentiellement des obligations de l'Organisation mondiale du commerce et notamment la façon dont le risque alimentaire doit être géré et comment est-ce que l'instrument réglementaire pourrait être utilisé dans ce cadre. Alors, euh, l'accord de l'OMC et en fait l'Organisation mondiale du commerce en elle-même est née au milieu des années 90, donc des années 1990, l'année 1995. Et d'ailleurs, depuis la création de cette organisation, le volet agricole et agroalimentaire a constitué un volet important des discussions du commerce international. Pourquoi? Parce que les denrées alimentaires constituent parmi les marchandises les plus échangées à travers le monde, avec plus de 2 billions de dollars américains qui sont échangés à l'échelle planétaire chaque année. Donc, avoir une prévisibilité de la façon dont des dispositions techniques vont régir l'accès aux marchés internationaux de ces marchandises, donc de ces denrées alimentaires et agroalimentaires, est indispensable et est un pilier en fait important de la façon dont l'Organisation mondiale du commerce gère justement ces échanges internationaux. L'obligation, c'est que les décisions alimentaires qui sont d'un caractère réglementaire doivent être ancrées dans des principes qui sont connus par tous et donc que le processus décisionnel soit un processus presque prévisible. Dans quel sens prévisible? C'est-à-dire que si on change les positions, entre un pays exportateur et un pays importateur, si l'un prend la place de l'autre, lorsqu'il dispose des mêmes informations, il devrait arriver en suivant le même processus décisionnel à quasiment la même décision. Et donc, l'idée est la suivante, c'est que pour pouvoir arriver à une décision sanitaire ou phytosanitaire, alors dans le cadre sanitaire, on inclut la sécurité sanitaire des aliments, donc la protection de la santé humaine, on inclut également la santé animale et on inclut la santé des plantes. Donc l'accord SPS est un accord très général qui inclut ces trois volets. Nous allons nous intéresser particulièrement à l'aspect sécurité sanitaire des aliments. Eh bien, un des articles de l'accord SPS stipule que l'ensemble des décisions qui ont trait à la sécurité sanitaire, donc à la sécurité sanitaire des aliments dans ce qui nous occupe, doivent être prises en tenant compte du niveau approprié de la protection sanitaire ou phytosanitaire, c'est-à-dire du niveau du risque. Et ceci est exprimé très clairement dans l'article 5 de l'accord SPS. Donc, l'accord SPS est un accord fondamental de l'Organisation mondiale du commerce qui régit notamment donc l'échange ou le commerce des produits agricoles et agroalimentaires, aussi bien d'origine animale que d'origine végétale, aussi bien des produits de production primaire, mais également des produits transformés. Il y a un autre accord qui est associé à l'accord SPS et qu'on appelle l'accord OTC ou les obstacles techniques au commerce. Alors, lui, en fait, est un accord qui est beaucoup plus large que les denrées agricoles et agroalimentaires. Et c'est un accord qui, par exemple, englobe les produits de consommation, tout ce qui peut être échangé et qui pourrait faire l'objet de décisions techniques. Alors, cet accord s'applique également aux aliments. Alors, dans ces cas-là, en fait, on parle notamment de nécessité d'avoir des dispositions non discriminatoires et des dispositions qui ne créent pas d'obstacles inutiles au commerce. Donc, dans ce cadre-là aussi, la prévisibilité doit s'exprimer, mais la prévisibilité doit s'exprimer notamment en donnant une justification acceptable pour une disposition technique d'ordre réglementaire appliquée aux aliments. Alors, comment est-ce que je fais la différence entre ce qui émarge sur l'accord SPS et ce qui émarge sur l'accord OTC?
Eh bien, en général, c'est est-ce que la décision est de nature à protéger la santé, donc la santé, et en l'occurrence ici, pour la sécurité sanitaire, on parle de protection de la santé humaine, ou est-ce qu'il s'agit d'une disposition technique générale? Alors, je vous donne un exemple. Lorsque je parle de décision d'étiquetage, le plus souvent, je peux être en fait entre les deux ou d'avoir en fait un aspect qui tient compte d'une décision de sécurité sanitaire et un aspect qui tient compte d'une décision technique du commerce. Donc, par exemple, tout ce qui concerne les étiquetages de qualité, tout ce qui concerne notamment les étiquetages liés à l'origine alimentaire, au processus de production, comme les processus de production biologique, les processus de protection, de production donc à caractère équitable, par exemple, donc à caractère durable. Donc tout ceci relève d'un aspect de qualité des aliments parce qu'il n'affecte pas la santé humaine et par conséquent, ça relève essentiellement des accords OTC. Par contre, quand je parle d'étiquetage nutritionnel, d'étiquetage des allergènes, eh bien là, je parle essentiellement de protection de la santé humaine et par conséquent, j'émarge sur l'accord SPS. Alors, nous allons rentrer un petit peu plus en détail dans les obligations de l'accord SPS. Alors, les deux accords, en fait, exigent que toute autorité réglementaire ou autorité compétente des aliments, lorsqu'elle prend une décision, elle doit en notifier les autres membres de l'Organisation mondiale du commerce avec un document qui indique la justification de la prise de décision et en fait donner un ensemble d'informations qui permet aux autres membres de l'Organisation mondiale du commerce de réagir à la proposition réglementaire qui est faite. Alors, nous allons nous attarder particulièrement sur l'article 5 de l'accord SPS et qui parle spécifiquement de la façon dont les autorités compétentes des aliments doivent prendre leurs décisions lorsqu'il s'agit de décisions de gestion de risques sanitaires, alors bien entendu pour nous, concernant les aliments. Alors, l'article 5, dans la première partie, en fait, détermine qu'il est nécessaire de faire une évaluation des risques pour pouvoir déterminer un niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire. En fait, l'accord stipule dans le paragraphe 5.1 que les membres doivent prendre des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui doivent être fondées sur ce que l'on appelle une évaluation donc des risques pour la santé, et notamment pour la santé humaine en ce qui nous concerne, en tenant compte des méthodes d'évaluation des risques qui ont été mises au point par les organisations internationales compétentes, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Alors, dans l'article 5 également, dans le paragraphe 5.2, on dit que dans cette évaluation de risque, les membres, les pays, finalement, les autorités compétentes, devront tenir compte des preuves scientifiques disponibles, devront user des processus et des méthodes de production pertinents, des méthodes d'inspection, d'échantillonnage, des méthodes de test, donc finalement d'analyse, devront tenir compte également de la prévalence des maladies ou par exemple de ravageurs spécifiques. Alors là, on parle notamment de la santé des plantes et on doit tenir compte finalement de l'ensemble des éléments qui peuvent influencer le risque pour nous alors, pour ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments, le risque sur la santé humaine. Maintenant, dans l'article 5.4 et 5.5, on parle particulièrement des mesures de gestion. Donc, une fois qu'on a évalué le risque, dans l'article 5.4, cet article stipule que les membres devraient, une fois qu'ils ont déterminé le niveau de risque, en fait, déterminer en fonction du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, mais devront tenir compte dans leurs décisions de mesures qui seraient de nature à minimiser les effets potentiellement négatifs sur l'échange des denrées alimentaires. Et
l'accord, donc notamment dans son article 5.5, pousse à une certaine cohérence dans l'application de ces mesures de gestion, notamment une fois qu'on a déterminé un niveau approprié de protection à respecter, eh bien que les mesures qui sont prises par les membres, donc par les autorités compétentes, devront l'être en évitant des décision arbitraire. Donc, un potentiel pour que la décision soit discriminatoire ou potentiellement injustifiable dans ce qui pourrait être considéré comme étant un niveau acceptable du risque. Alors, pour justement permettre cette prévisibilité, eh bien, il faut un cadre de gestion et un cadre décisionnel à la prise de décision. Et pour pouvoir justifier une décision à caractère réglementaire, il faut suivre un cadre logique de cette prise de décision, et ce cadre logique est le cadre de l'analyse de risque qui a été développé par la Commission du Codex Alimentarius au milieu des années 90, quasiment en fait de façon concomitante avec la création de l'Organisation mondiale du commerce. En fait, ce cadre logique, c'est un cadre qui s'applique essentiellement dans les décisions en matière de sécurité sanitaire des aliments et de la nutrition, et il a été adapté, le cadre logique de l'analyse des risques n'a pas été inventé pour la gestion des risques alimentaires, il a été utilisé depuis les années 60 pour toute activité qui pourrait avoir un risque associé à cette activité-là, et en fait, l'idée c'est que quand il y a un risque, la prise de décision devra être systématique, méthodologiquement éprouvée, de façon à minimiser les possibilités d'oubli, les possibilités d'erreur. Donc, on codifie le système décisionnel. Et l'OMS et la FAO ont adapté ce cadre décisionnel à la façon dont les décisions doivent être prises dans le cadre des risques alimentaires et de la façon dont les décisions réglementaires devront s'exprimer pour la gestion des risques alimentaires. Et on a même une définition qui a été adoptée par le Codex Alimentarius pour ce que l'on appelle l'analyse des risques alimentaires, qui d'ailleurs fait l'objet d'un cours spécifique dans le cadre de la concentration sciences réglementaires des aliments. Donc, on définit finalement l'analyse des risques alimentaires comme étant un processus itératif hautement interactif qui doit être suivi par les preneurs de décision pour aborder les problèmes de sécurité sanitaire des aliments et de nutrition en utilisant donc un fardeau de la preuve robuste, y compris l'ensemble des informations scientifiques disponibles et en procédant à un échange régulier d'informations avec toutes les parties prenantes qui peuvent être impliquées. Et on doit prendre en compte 3 composantes indispensables qui sont l'évaluation des risques, qui est en fait une évaluation scientifique, la gestion des risques, qui est en fait essentiellement le volet analyse politique en tenant compte du résultat de l'évaluation scientifique et en développant les options de gestion et en essayant par la suite d'en évaluer les conséquences potentielles pour pouvoir en choisir celles qui pourraient être les plus judicieuses à pouvoir répondre au risque qui a été déterminé et en suivant pendant tout le long du processus, un aspect de communication des risques, ça veut dire un échange régulier entre les différentes parties concernées, y compris les parties prenantes. Et voici donc une représentation de ce que l'on appelle l'analyse des risques. Alors, pour pouvoir justifier des décisions à caractère réglementaire, notamment en sécurité sanitaire et en nutrition, il faut que ce processus décisionnel soit suivi. Et encore plus, lorsque ma décision a un caractère obligatoire, eh bien, il faut que cette décision puisse être justifiée par un risque suffisamment important qui faille ou qui rende nécessaire l'obligation ou la nécessité, si vous voulez, d'imposer une décision ou une pratique particulière aux producteurs alimentaires. Donc, le niveau, alors là, on arrive vraiment à une conclusion, je dirais, générale de ce cours, c'est que
c'est le risque et la façon dont le risque est évalué qui va déterminer à quel niveau, si vous voulez, l'aiguille va se positionner pour justifier l'utilisation d'une décision à caractère réglementaire. Encore une fois, plus le risque est important, plus le risque avéré est bien documenté et plus je serai en mesure de justifier une obligation, c'est-à-dire imposer quelque chose que l'industrie, que les producteurs alimentaires devraient respecter et auxquels ils devraient se conformer et pour lesquels il y aurait des conséquences de non-conformité. C'est-à-dire, si il n'y a pas de respect de l'obligation que j'ai imposée par l'outil réglementaire, eh bien, il va y avoir une conséquence et cette conséquence peut être monétaire, peut être économique, voire même être criminelle dans certains cas, parce que, comme vous le savez, les législations alimentaires peuvent émarger sur le code criminel au-delà même du code commercial. Et donc, pouvoir justifier ceci par un processus décisionnel basé sur le risque est en fait un critère primordial dans ce processus de détermination de quand est-ce qu'il est judicieux ou pas d'utiliser le créneau réglementaire. Alors, bien entendu, et là, ça pourrait faire l'objet d'une discussion, tous les pays ne sont pas nécessairement équivalents dans la manière dont ils feront usage, si vous voulez, de l'instrument réglementaire. Parce que dans l'appréciation du risque, il y a la plus grande partie qui est véritablement l'évaluation scientifique, qui doit être étayée par des méthodologies, par des données scientifiques. Mais il y a également un certain volet qui émerge de la politique et qui, en fait, est propre à chaque société. Le niveau de protection auquel je dois adhérer va être différent d'un pays à l'autre parce que les moyens sont différents, parce que la perception du risque est différente, parce que les attentes sociétales sont différentes, parce que les attentes des consommateurs sont différentes. Et par conséquent, je peux avoir des différences et ces différences vont être justifiées par, je vous dirais, l'aspect local, l'aspect national, l'aspect régional de l'appréciation des risques. Et ça aussi, ça peut être une justification qui pourra être jugée acceptable pour pouvoir, si vous voulez, démontrer que la décision n'est pas arbitraire. On peut avoir des décisions qui, pour le même risque, peuvent donner des décisions de gestion différentes. Dans un cas, recourir à l'utilisation de l'instrument réglementaire parce qu'on a les arguments nécessaires pour le faire. Notamment, nous avons un argument d'un niveau de protection que l'on doit respecter, plutôt que dans une autre juridiction où pour le même niveau de risque, je ne vais pas nécessairement user de l'instrument réglementaire. Donc, vous voyez ici que au-delà de la justification scientifique, il y a également des aspects de politique, donc de politique de gestion des risques qui doit être bien établi, qui doit être bien documenté et qui pourrait être finalement la source de la justification de la prise de décision si oui ou non l'outil réglementaire est jugé acceptable.